Comment l'avion de ligne le plus avancé de son époque, capable de s'autoposer en pleine nuit sans visibilité, a-t-il fini en l'un des plus grands échecs commerciaux de l'aviation ? Voici l'histoire du Lockheed L-1011 TriStar, un jet adoré par les pilotes mais abandonné par les compagnies aériennes. Lancé dans une course à haut risque contre le DC-10 de McDonnell Douglas et le 747 de Boeing, le TriStar devait remettre Lockheed au sommet de l'aviation commerciale. Mais au lieu de ça, il a déclenché une série d'événements qui ont profondément bouleversé l'industrie aérienne. L'histoire commence en 1968, lorsque Lockheed faisait face à d'importants défis dans l'aviation commerciale. La société n'avait pas construit d'avion commercial à succès depuis le turbopropulseur L-188 Electra dans les années 1950. Bien que l'Electra ait finalement fonctionné après des modifications pour régler des problèmes de vibration des ailes et avec environ 170 exemplaires vendus, il avait connu des accidents mortels qui avaient terni la réputation commerciale de Lockheed. Sa place dans l'aviation commerciale avait besoin d'être reconstruite, et vite. Boeing venait de lancer le gigantesque 747 et les compagnies aériennes réclamaient quelque chose de différent. Ils avaient besoin d'un avion capable de transporter entre 250 et 300 passagers sur des trajets moyens à longs, sans la capacité énorme ni les coûts d'exploitation du 747. American Airlines avait contacté les constructeurs avec des exigences précises. Lockheed et McDonnell Douglas étaient à l'écoute. C'était l'occasion pour Lockheed de se racheter. Ils ont rassemblé leurs meilleurs ingénieurs en Californie avec une mission claire, créer l'avion commercial le plus avancé que le monde n'ait jamais vu. Le L-1011 TriStar serait leur réponse. Alors que McDonnell Douglas développait son DC-10 avec des méthodes classiques, Lockheed introduisait une technologie révolutionnaire surpassant les avions de l'époque. Commençons par le S-Duct, sans doute la solution d'ingénierie la plus élégante dont vous n'avez jamais entendu parler. Le DC-10 plaçait son troisième moteur directement au sommet du fuselage. Simple, direct, classique. Lockheed a conçu un conduit en forme de S qui acheminait l'air depuis une prise à la base de la dérive verticale, en suivant un trajet courbé jusqu'à un moteur logé profondément dans la queue. Ce n'était pas juste pour faire joli. Le S-Duct offrait un flux d'air plus pur avec moins de turbulences, réduisait la traînée et rendait même l'avion plus léger que les montages moteurs classiques à la queue. La précision de l'ingénierie était impressionnante. Lockheed a gardé la courbure du conduit à moins d'un quart du rayon du diamètre d'admission du moteur. Cela maintenait une performance quasi directe du moteur malgré ce chemin complexe. Mais ce n'était que le début de la vraie innovation. Le système de contrôle de vol avionique AFCS surpassait largement les avions de l'époque. Souvenez-vous, c'était au début des années 70. La plupart des gens n'avaient jamais vu d'ordinateur. Internet n'existait pas. Les calculatrices étaient la pointe de la technologie. Pourtant, le L-1011 disposait de ce qui était en gros une technologie de commande de vol électronique précoce pour ses commandes de profondeur, la gestion des vitesses, le contrôle direct de la portance et un système de navigation inertielle avancé. Tous ces systèmes communiquaient entre eux, créant un niveau d'automatisation qui ne deviendrait un standard dans l'industrie qu'à partir des années 90. La FCS incluait une gestion automatique de la poussée qui maintenait des vitesses précises pendant l'approche et la montée. Le contrôle direct de la portance utilisait des spoilers pour ajuster minutieusement le taux de descente sans modifier l'assiette du nez de l'appareil. Le système de pilote automatique pouvait guider les pilotes à travers des procédures complexes avec une précision jamais vue. Puis est arrivée la grande innovation. Le L-1011 est devenu le premier avion gros porteur à obtenir la certification FAA pour la capacité d'autoland en catégorie 3B en 1972. Alors que le Hawker Siddeley Trident, un avion étroit, avait déjà obtenu la certification catégorie 3A, la réussite du TriStar pour les gros porteurs était une véritable avancée. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Il pouvait atterrir complètement de manière automatique, même lorsque la visibilité était si faible que les pilotes humains ne voyaient même pas la piste. Brouillard dense, neige abondante, conditions qui immobilisaient tous les autres avions. Nous parlons d'une visibilité sur la piste aussi basse que 45 mètres. L'avion pouvait détecter la piste, s'aligner, toucher le sol et même se guider sur l'axe central après l'atterrissage. Le tout sans aucune intervention du pilote. Le système reposait sur 3 ordinateurs de pilote automatique pour la redondance, 2 récepteurs ILS pour une précision centimétrique et faisait des ajustements automatiques de la puissance et des surfaces de contrôle pour des atterrissages parfaits, souvent plus fiables que les pilotes humains. Lockheed a pris une décision cruciale qui allait finalement ruiner tout le programme.
Ils n'ont proposé qu'une seule option de moteur, le Rolls-Royce RB211. Sur le papier, ce n'était pas forcément mauvais. Rolls-Royce promettait un moteur révolutionnaire avec une technologie avancée et une efficacité énergétique exceptionnelle. Mais ça signifiait que Lockheed misait tout l'avenir du L1011 sur un seul fournisseur. Le RB211 était censé être la percée de Rolls-Royce. Un turboréacteur à double flux avec des matériaux de pointe et un design novateur. Pourtant, le développement de cette nouvelle technologie s'est avéré faramineusement cher et Rolls-Royce brûlait de l'argent à une vitesse alarmante. Les problèmes allaient bien au-delà des dépassements de coûts. Rolls-Royce avait promis des pales de ventilateurs en fibre de carbone révolutionnaires, plus légères et plus efficaces que les pales métalliques classiques. Mais lors des tests, ces pales ont échoué de façon catastrophique, devenant peu fiables en cas d'ingestion d'oiseaux ou de conditions météorologiques extrêmes. La société a dû totalement revoir la conception de moteur avec des pales plus lourdes en titane, ce qui a fait exploser les coûts et ainsi retarder le développement de plusieurs mois. Pendant ce temps, Rolls-Royce s'était engagé dans des contrats à prix fixe avec Lockheed, ce qui l'a obligé à absorber toutes ses dépenses supplémentaires elle-même. Puis, en février 1971, la catastrophe a frappé. Rolls-Royce a déclaré faillite. Les coûts énormes du développement du RB211 ont littéralement détruit l'une des entreprises d'ingénierie les plus célèbres de Grande-Bretagne. La production a été gravement perturbée, même si le travail a continué sous la supervision du gouvernement. La situation de Lockheed est devenue critique à cause des retards et des coûts qui s'accumulaient. Il dépensait plus sur le programme L1011 qu'il ne gagnait et avec des perspectives de vente limitées, il ne pouvait pas atteindre les économies d'échelle nécessaires pour devenir rentable. Lockheed a envisagé de passer à des moteurs américains, General Electric ou Pratt & Whitney. Mais il était déjà trop tard. L'ingénierie du L1011 était finalisée autour du RB211. Ce conduit en S élégant avait été spécialement conçu selon les dimensions et les caractéristiques d'air du RB211. Changer de moteur aurait voulu dire revoir entièrement la partie arrière de l'avion, ce qui aurait ajouté des années au développement et aussi des centaines de millions au coût, chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Le gouvernement britannique, voyant que Rolls-Royce était trop grand pour faire faillite, est intervenu et a nationalisé l'entreprise. Il s'est engagé à poursuivre le programme du RB211, mais le mal était fait. Le programme L1011 a été retardé de plus d'un an pendant que Rolls-Royce réglait leurs problèmes. L'entrée en service a été repoussée à 1972, plusieurs mois après le DC-10. Dans l'univers ultra rapide de l'aviation commerciale, un retard d'un an a été catastrophique. Pendant que Lockheed attendait les moteurs du L1011, McDonnell Douglas terminait le développement de son DC-10 et livrait ses appareils aux clients. Les compagnies aériennes, avides de nouveaux gros porteurs, ne pouvaient pas patienter pour le TriStar en retard, et beaucoup se sont tournés vers le DC-10. Pourtant, certaines compagnies ont placé leur confiance dans l'appareil de Lockheed. Eastern Airlines, TWA et Delta ont été parmi les premières à passer commande, rejoints plus tard par Cathay Pacific, British Airways et All Nippon Airways. Au début, l'avance du DC-10 semblait décisive, mais alors que le TriStar peinait à séduire, le DC-10 sera plus tard marqué par des catastrophes qui ont détruit sa réputation. Pris entre les ventes faibles et les conséquences de la crise de son rival, le TriStar s'est retrouvé entraîné dans une série de problèmes qui ont scellé son sort. Le premier enjeu fut le timing du marché. Lorsque le TriStar est entré en service en 1972, le DC-10 avait déjà conquis une part de marché importante. Les compagnies détestent les flottes mixtes. C'est coûteux à entretenir, à former les équipages et à gérer les pièces détachées pour plusieurs modèles. Une fois qu'une compagnie adoptait le DC-10, elle avait peu de chances d'acheter aussi des L1011. Mais le pire restait à venir. La crise pétrolière de 1973 a fait exploser les prix du carburant et a déclenché une récession mondiale. Les compagnies aériennes, qui étaient prêtes à agrandir leur flotte, se sont soudainement retrouvées à réduire leurs trajets et à repousser les livraisons d'avions. Le marché des gros porteurs neufs s'est effondré au moment même où le L1011 tentait de se faire une place. Le gouvernement américain observait nerveusement alors que l'une des plus grandes entreprises aérospatiales des États-Unis flirtait avec la faillite. Lockheed employait des dizaines de milliers d'Américains et jouait un rôle crucial dans les programmes de défense nationale. Dans une décision plutôt controversée, le Congrès a approuvé une garantie de prêt de 250 millions de dollars pour maintenir Lockheed à flot. Les auditions au Congrès ont révélé l'ampleur des problèmes de Lockheed. Il s'était engagé à vendre des L1011 à des prix basés sur la construction d'environ 350 appareils à l'équilibre. Mais avec les retards qui s'accumulaient et les ventes qui peinaient, ces hypothèses se révélaient catastrophiquement fausses. Chaque avion livré générait en réalité des pertes. L'opposition à la garantie de prêt était féroce.
Les critiques soutenaient que si Lockheed avait pris de mauvaises décisions commerciales, les contribuables ne devaient pas le renflouer. Cette intervention gouvernementale rendait Lockheed politiquement toxique dans certains milieux. Certains clients potentiels hésitaient à s'associer à Lockheed, craignant un retour de bâton politique. Avec le recul, plusieurs décisions stratégiques ont scellé le sort du L1011 bien au-delà de la crise du moteur. L'option d'un moteur unique fut une erreur majeure. En ne proposant que le RB211, Lockheed ne laissait aucune alternative aux compagnies aériennes en cas de problème chez Rolls-Royce. Le DC-10, lui, au contraire, pouvait être commandé avec des moteurs de General Electric ou Pratt & Whitney. Cela offrait aux compagnies le choix et un vrai levier de négociation. Lockheed a aussi sous-estimé l'importance d'un réseau commercial mondial. Boeing et McDonnell Douglas avaient des décennies d'expérience avec les compagnies aériennes du monde entier, avec des relations établies et un support en place. Lockheed repartait quasiment de zéro, cherchant à convaincre des compagnies étrangères de faire confiance à une entreprise absente de l'aviation commerciale depuis plus d'une décennie. Sa culture d'entreprise axée sur le militaire peinait à s'adapter à l'univers de l'aviation commerciale qui mise tout sur le contrôle des coûts, la flexibilité opérationnelle et le support sur tout le cycle de vie. À la fin des années 1970, il était clair que le programme L1011 était en chute libre. Les ventes totales peinaient à atteindre 250 appareils, bien en dessous de ce dont Lockheed avait besoin pour être rentable. Des volumes de production plus faibles signifiaient des coûts unitaires plus élevés, rendant le TriStar encore moins compétitif au niveau du prix. C'était un cercle vicieux. Des prix plus élevés qui entraînent moins de ventes, ce qui poussait les prix à grimper encore, réduisant encore plus les ventes. Les ventes internationales étaient particulièrement décevantes. Des marchés clés comme l'Europe et l'Asie ont largement préféré le DC-10 puis l'Airbus A300. Le consortium Airbus naissant était particulièrement agressif dans sa conquête des clients internationaux, offrant des financements attractifs et aussi des accords de transfert de technologie que Lockheed ne pouvait tout simplement pas égaler. Et en 1981, c'était évident. Lockheed annonçait l'arrêt de la production du L1011, livrant le dernier avion en 1983. Au total, seulement 250 appareils construits entre 1968 et 1984. L'échec du L1011 a entraîné de lourdes pertes d'emplois chez Lockheed avec des milliers d'ingénieurs et ouvriers qualifiés licenciés au milieu des années 80. Cette réduction a affaibli leur savoir-faire en aviation commerciale, les poussant à se concentrer sur les contrats militaires. Ça montre le vrai coût humain de cet échec. Pour comparer, le DC-10 s'est écoulé à 446 unités, y compris les ravitailleurs KC-10. Le 767 de Boeing, concurrent direct, finira par dépasser 1300 ventes. L'échec du L1011 sonne la fin des ambitions commerciales de Lockheed. L'entreprise se recentre totalement sur les avions militaires et la défense. Avec Lockheed hors jeu, l'industrie entame une longue consolidation qui finira par ne laisser que deux grands acteurs, Boeing et Airbus. L'échec du L1011 aura éliminé ce qui aurait pu devenir un troisième concurrent sérieux. Mais alors, qu'est-ce qu'il est arrivé à toute cette technologie avancée qui rendait le L1011 si unique? Les systèmes d'atterrissage automatique et les innovations fly-by-wire, pionniers sur le TriStar, ont fini par se retrouver dans les avions qui ont suivi. Les familles d'avions Boeing et Airbus ont intégré beaucoup de concepts testés en premier sur le L1011. Les systèmes sophistiqués de gestion de vol et de diagnostic sont devenus la norme dans toute l'industrie. Le TriStar a montré la direction prise par l'aviation commerciale. Il avait juste 20 ans d'avance. Le moteur Rolls-Royce RB211, malgré avoir fait écouler les deux entreprises, a survécu et prospéré. La technologie développée pour le RB211 a évolué en la famille des moteurs Trent qui équipent aujourd'hui beaucoup des avions les plus avancés comme les Boeing 777 et aussi l'Airbus A380. La retraite anticipée du L1011 dans la plupart des flottes passagers a donné lieu à des carrières secondaires fascinantes. La NASA a utilisé un L1011 pour des programmes de recherche. La Royal Air Force a exploité 9 avions comme ravitailleurs et transport jusqu'aux années 2010. Le plus célèbre, Orbital Science, a transformé un L1011 en Stargazer, une plateforme de lancement volante qui emportait des fusées à haute altitude pour les lancements satellites. Le vol tout en douceur et les systèmes avancés du TriStar en faisaient l'appareil parfait pour ses rôles spécialisés. Parmi les passionnés d'aviation, le L1011 a atteint un statut culte. Les pilotes et compagnies aériennes louaient le L1011 pour l'ergonomie avancée de son cockpit et le confort des passagers, avec des caractéristiques comme des fenêtres plus grandes et des cabines plus silencieuses qui le démarquaient de la concurrence. Eastern Airlines, un opérateur majeur, soulignait sa fiabilité une fois les problèmes initiaux réglés. Ce retour d'expérience explique pourquoi cet avion a gagné une vraie communauté de fans malgré son échec commercial. Les pilotes qui l'ont piloté le classent régulièrement parmi les meilleurs avions jamais construits. Les passagers s'en souviennent
souviennent comme d'un modèle particulièrement calme et confortable. Les ingénieurs admirent ces solutions élégantes à des problèmes complexes. Le TriStar représentait tout ce que Lockheed savait faire de mieux. Design novateur, ingénierie remarquable et qualité sans compromis. L'échec du L1011 a eu des répercussions bien au-delà des comptes de Lockheed. En abandonnant l'aviation commerciale, la société a ouvert la voie à la domination de Boeing sur le marché. Les analystes estiment qu'une gamme TriStar prospère aurait pu changer la trajectoire de l'industrie, offrant un paysage plus dynamique avec plus de choix pour les compagnies aériennes et une innovation plus vive. Avec le repli de Lockheed et la chute de la réputation du DC-10, aucun des deux concurrents n'a survécu. Ce qui aurait pu être une course à 3 durant des décennies s'est rapidement réduit à Boeing, puis Airbus. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que tu vas aimer cette vidéo. Alors pourquoi ne pas jeter un œil ?